Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Les forces de sécurité iraniennes ont tué au moins 8 personnes depuis mercredi soir. Des forces de sécurité qui poursuivent leur répression. C'est Amnesty International qui l'a annoncé hier. Les forces de sécurité israéliennes ont intensifié leur recours à la force illégale, notamment en tirant à balles réelles des plombs métalliques et des gaz lacrymogènes contre des manifestants et des personnes en deuil qui s'étaient rassemblés dans les provinces du Kurdistan, de l'Azerbaïdjan occidental, du Kermanshah et du Lorestan, faisant 8 morts. Je rappelle que nous sommes 6 semaines après la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, qui est le symbole de la contestation. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Razavi, grand reporter, diplômé de sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient. Son dernier ouvrage, Grand reporter, Confession au cœur des conflits, publié chez Amphora. Emmanuel Razavi, bonjour. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, et vous connaissez en plus, comme vous êtes d'origine iranienne, particulièrement bien l'Iran, vous parlez même le farsi. Les rues de plusieurs villes iraniennes ne désemplissent pas depuis 6 semaines à la suite de la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans qui avait mal porté son hijab. Les manifestants sont roués de coups, emprisonnés, parfois tirés à balles réelles, donc tués. Peut-on aujourd'hui parler de révolution en Iran ? Alors, c'est une question qui se pose évidemment beaucoup. Je ne sais pas si on peut déjà parler de révolution, mais on peut parler de quelque chose qui est en train peut-être de précéder en fait une révolution, parce que le mouvement ces mouvements de révolte, de manifestation, de toute façon, ne faiblissent pas. Bon, elles ont été plus ou moins en dents de scie à un moment donné, mais on voit en fait que les mobilisations continuent. On voit surtout, et ça c'est important, que ça s'étend quand même à une grande partie de l'Iran. C'est pas du tout cantonné à Téhéran, donc ça c'est important aussi. Et ça transcende, je dirais, toutes les couches en fait socio-économiques iraniennes. Ça c'est aussi en fait un fait qui est qui est très important et qui rend en fait ce mouvement assez différent en fait des précédents, notamment en fait de ceux de 2009 ou 2017-2019. Donc, peu à peu, on peut imaginer effectivement que l'on aille vers une révolution, mais évidemment, et puis vous l'avez rappelé il y a 2 minutes, mais ces manifestantes et ces manifestants, très jeunes pour la plupart, font face quand même à une répression qui est d'une horreur sans limite. C'est une révolution des femmes soumises au voile obligatoire, ou est-ce que c'est plus vaste que ça ? Non, alors moi je pense que c'est plus vaste que ça. Alors évidemment, vous avez raison de souligner en fait la symbolique en fait du voile, parce que depuis 1979, année en fait où Khomeini a pris le pouvoir et a proclamé la République islamique d'Iran, le voile est devenu l'étendard, même l'un des piliers en fait de cette théocratie chiite. Donc évidemment, c'est un symbole en fait qu'ont manié en fait ces jeunes femmes qui n'en peuvent plus en fait de subir à la fois la répression de ce régime, mais aussi de subir, je dirais quelque part, les réalités d'un régime profondément patriarcal. Mais si vous voulez, ces mouvements interviennent dans un contexte bien particulier qu'il faut comprendre. L'Iran, en fait, vit en effet depuis quelques années, je pense, l'une des périodes les plus dramatiques en fait de son histoire contemporaine. Alors pourquoi ? Simplement parce que d'abord il y a un chômage endémique en Iran. Vous avez plus de la moitié en fait des Iraniens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des millions d'Iraniens qui n'arrivent pas à se nourrir, en tout cas à avoir 2 repas par jour, qui sont obligés en fait de faire des choix. Il y a aussi le problème du stress hydrique dont on parle assez peu, mais l'Iran, vous savez Philippe, c'est un pays au climat semi-aride, en tout cas dans une grande partie de son territoire. Et les gardiens de la révolution, je pense qu'on reparlera d'eux dans quelques minutes, mais les gardiens de la révolution ont construit en fait des barrages dans plusieurs régions, dans plusieurs provinces iraniennes, et évidemment dans des endroits où il n'y en avait pas besoin. Et donc, entre les barrages et entre, si vous voulez, l'importante chaleur, les nappes d'eau, finalement, se sont évaporées, c'est le cas de le dire, et donc, ça a rendu l'accès à l'eau potable extrêmement difficile pour un certain nombre de villes, mais aussi l'accès à l'électricité, parce que qui dit eau, dit électricité. Et donc, il y a des villes qui se sont retrouvées, si vous voulez, avec des pannes récurrentes d'électricité. Il y a des familles qui se sont retrouvées, des femmes qui ont eu du mal ou qui ont du mal à pouvoir donner un biberon avec de l'eau potable à leurs enfants. Enfin, vous voyez, il y a un climat de détresse quand même qui est extrêmement important. Beaucoup plus large que le port du hijab. Non, mais bien sûr, oui. Oui, allez-y.
Non, je disais voilà, et puis juste pour terminer, enfin en quelques mots, et puis il y a aussi en fait une sociologie en fait qui est importante à prendre en compte, c'est que l'Iran c'est un pays. Si les mollahs sont âgés, l'Iran, la sociologie iranienne, elle est plutôt assez jeune, si vous voulez. Globalement, vous avez plus de la moitié en fait du pays qui a moins de 30 ans, et donc les gens qui manifestent aujourd'hui, si vous voulez, ils ne se reconnaissent pas en fait dans cette vieille théocratie. Emmanuel Razavi, c'est une révolution de génération. Les jeunes n'en peuvent plus de cette société cadenassée par la religion contre ceux qui tiennent encore du régime. Alors oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Hein. Je dirais que la réponse est presque contenue dans la question. Ils en peuvent plus, mais ça fait des années. D'abord, il faut comprendre une chose. En Iran, si vous voulez, dans les années 2000, évidemment, cette jeunesse a eu accès, au programme de télévision par satellite. Donc, ils ont vu comment se passait de toute façon la vie de la jeunesse en Occident. Et puis sont apparus évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et donc c'est une jeunesse iranienne qui est extrêmement connectée, même si évidemment ces dernières semaines le pouvoir fait en sorte de restreindre l'accès à Internet. La réalité c'est qu'ils sont très ouverts. Alors ça fait partie de l'ADN des Iraniens aussi. Les Iraniens forment un peuple qui a toujours été ouvert sur le monde. Et moi, je dissocie toujours les Iraniens, le peuple iranien, de ce qu'est son régime, et notamment cette jeunesse. Et Emmanuel Razavi, on avait dit, ça date de 43 ans, la révolution islamique, que les villes occidentalisées comme Téhéran étaient pro-Shah et que c'était les zones les plus reculées qui étaient pro-Mollah. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'était vrai à l'époque déjà, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours la même césure ? Alors oui, c'était en partie vrai en tout cas à l'époque parce qu'évidemment les mollahs étaient très présents en fait dans les milieux ruraux, dans les provinces rurales en fait de l'Iran. C'est là qu'ils ont en fait beaucoup essaimé. D'ailleurs, jusque dans les années 60-70, il y avait beaucoup de mollahs en fait qui étaient aussi des propriétaires terriens dans ces régions-là. Aujourd'hui, je dirais que de ce que l'on voit, des discussions, en fait, en tout cas, moi, que je peux avoir avec des gens en Iran, c'est en train de changer, de muter profondément. Non pas, en fait, que les Iraniens soient complètement, forcément, dans ces régions-là, anti-Mollah, parce que le Mollah, il fait partie un peu de la sociologie aussi de ces provinces parfois, mais ils ne veulent plus subir, si vous voulez, le diktat de ce régime. Ils considèrent, en fait, si vous voulez, que le logiciel des mollahs est un logiciel qui est complètement décalé. Moi, quand je discute, en fait, avec des jeunes, ils considèrent que le logiciel, en fait, c'est ce qu'ils disent, de ces mollahs est totalement décalé, n'a rien à voir avec le 21e siècle, qu'on est en 2022. D'ailleurs, certains dans des vidéos le disent, nous sommes en 2022. En fait, on n'a plus rien à voir avec ce régime n'a plus rien à voir avec nous. Donc, c'est une réalité. De là à parler, en fait, du fait qu'il y ait des gens qui soient pro-Shah aujourd'hui en Iran, vous savez, la révolution, vous l'avez rappelé, elle a 43 ans. Ça fait 43 ans qu'il n'y a plus en fait de régime monarchiste en Iran. Il y a des jeunes, c'est vrai, moi je le vois sur les réseaux sociaux, avec certains avec lesquels je discute, qui disent « Ah, mais en fait, c'était mieux à cette époque-là, il y avait de la liberté ». Donc, ils fantasment très souvent, parce que c'est des jeunes qui ont moins de 30 ans, donc ils fantasment une période qu'ils n'ont pas connue. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la réalité, si vous voulez, qu'endurent les familles iraniennes depuis 1979, elle est très déconnectée de celle que les Iraniens monarchistes qui vivent en général à l'extérieur du pays aujourd'hui. Ils sont plus aux États-Unis, en Californie, à Washington ou à Paris. Ils vivent pas du tout, ils n'ont pas vécu les mêmes réalités. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas un avenir pour ces gens-là à un moment donné. Mais en tout cas, actuellement, il y a quand même un peu de déconnexion, même si parfois on entend le nom de Pahlavi. Le fils du Shah. Scandé. Le fils du Shah, effectivement, Reza Pahlavi, qui est le prince en exil aux États-Unis. Le régime iranien accuse l'Occident, l'Europe, les États-Unis, Israël. Le ton est monté hier, puisque l'ambassadeur allemand à Téhéran, Ansoudo Mutzel, pour protester contre le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur allemand Ansoudo Mutzel pour protester contre des propos de responsables allemands qu'ils accusaient d'inciter aux émeutes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe peut faire quelque chose ? Alors, il y a deux choses en fait dans ce que vous dites. D'abord, en fait, il y a la vieille rengaine du régime des Mollahs, de la République des Mollahs, qui consiste à trouver un ennemi à l'extérieur pour essayer en fait de fédérer à l'intérieur, notamment évidemment dans une période de crise profonde comme celle que traverse l'Iran. Maintenant, est-ce que l'Europe peut faire quelque chose ? Moi, je crois quand même à la force des symboles. Et oui, alors, faut comprendre une chose, c'est que les Iraniens sont extrêmement nationalistes, donc ils n'aiment pas l'ingérence sur leur territoire, et ça c'est valable, je dirais, pour l'ensemble de la société iranienne. En revanche,
ils attendent un soutien, si vous voulez, des pays occidentaux, notamment des grandes démocraties en fait occidentales. Et ils ont trouvé, voilà, que ce soutien avait tardé. En tout cas, ceux avec lesquels je peux discuter, je discutais jusqu'à hier, trouvent que ça tarde, si vous voulez, à venir. Et donc, il y a quand même une certaine frustration de leur part parce qu'ils ont le sentiment quand même qu'ils forment une population, une jeunesse très ouverte sur cet Occident, mais un Occident aujourd'hui qui les soutient en fait un petit peu du bout des lèvres, hein, même si au Canada, en Allemagne, en France, il y a des manifestations, même si certains politiques ont pris la parole, mais si vous voulez, je pense qu'il y a des symboles en fait qui les ont beaucoup heurtés. Je pense notamment en fait à la poignée de main en fait du président Macron avec le président iranien Ibrahim Raïssi il y a une quinzaine de jours en marge du sommet de l'ONU. C'est vrai que ça a extrêmement en fait comment dire impacté en fait les jeunes manifestants qui n'ont pas compris parce qu'ils attendent beaucoup de la France. Il y a toujours eu beaucoup en fait d'amour de la part des Iraniens, en tout cas de ces jeunes Iraniens. Pour l'Occident, je le disais, mais notamment en fait pour la France. Hein. Dernière question, Emmanuel Razavi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à un changement de régime? Oula, alors. Oui, c'est le oula la question. Non, mais bien sûr, parce que c'est la question que nous nous posons tous. Donc c'est une question qui doit être évidemment qui doit être posée, mais de toute façon, rien ne se fera sans les Iraniens de l'intérieur. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios. D'abord, il y a le premier scénario, c'est que le régime se maintienne. Voire, d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à lire ou à entendre dans la bouche de certains experts, que les Pasdaran, donc les gardiens de la révolution, vous savez, cette organisation paramilitaire, mais qui tient le régime, en clair, qui tient le régime, ils tiennent 60 à 80% de l'économie iranienne, ils tiennent tout l'arsenal en fait, comment dire, militaire, policier en fait de l'Iran, que eux opèrent un coup d'État et instaurent une dictature qui serait une dictature militaire en laissant un peu tomber le volet religieux. Voilà, pour faire en sorte que les manifestations s'arrêtent. C'est pourquoi pas une possibilité, en tout cas, c'est évoqué. Il y a ensuite une autre possibilité, hein, c'est que les mouvements en fait d'opposition qui sont à l'extérieur de l'Iran, on dit souvent qu'il n'y a pas d'opposition à l'extérieur de l'Iran, mais c'est pas vrai. Il y a des mouvements, alors qui sont plus ou moins bien structurés, peut-être. J'entendais le prince Reza Pahlavi parler d'un gouvernement transitoire. Clairement, on n'y est pas encore. Mais ça fait partie des scénarios. Et l'avenir nous le dira et on suivra ça. Merci beaucoup Emmanuel Razavi, grand reporter qui a collaboré notamment avec le Figaro Magazine, Paris Match, Spectacle du Monde. Son dernier ouvrage, Grand reporter, Confession au cœur des conflits. On se retrouve tout de suite avec un autre grand reporter.